J'avais envie de faire un film animé sur un sujet scientifique depuis très longtemps, enfin depuis 10 ans, mettons. J'adore la physique, l'astrophysique, l'astronomie, la génétique, et je trouve que je regarde beaucoup de documentaires là-dessus, je lis des ouvrages, mais c'est très rare qu'il y ait une approche visuelle, artistique. Le côté artistique permet d'engager cette réflexion sans avoir à être complètement exact. Moi j'avais en tête par exemple le Mystère Picasso, qui est un film de Georges Clouzot sur le travail de Picasso. Bon, ça a très peu de rapport avec Chomsky, mais cette combinaison de deux esprits, un réalisateur, un purement créatif, a donné un film qui me paraît complètement incroyable et éducatif. J'avais un petit peu cette envie et je pensais que l'animation, justement, pouvait permettre aux gens de porter leur attention sur des problèmes de science assez ardus. L'illustration graphique, je l'ai utilisée aussi pour comprendre certains aspects des théories de Chomsky. Bon, par exemple, quelque chose qui est très très difficile à comprendre et qui est très important pour lui, c'est notre perception du monde extérieur. Et il revient à maintes reprises dessus, et à un moment donné j'ai trouvé, quand il prend l'exemple du sol pleureur qui est coupé, qui repousse, pourquoi on l'identifie comme un arbre différent? Moi j'ai compris simplement, je le sais parce que je l'ai vu repousser, et donc j'ai trouvé un moyen d'illustrer ça, donc avec un petit disque qui enregistre chaque étape de l'action qui s'est déroulée devant moi et qui défile sans arrêt. Et finalement, il était assez d'accord avec mon interprétation. J'ai vraiment essayé de trouver des combines, des idées pour illustrer passage par passage. Après, j'ai essayé d'organiser tous ces passages. Et ce qui se passait, c'est que je passais des heures à animer, et avec ce type de caméra en film, on ne voit pas le résultat tout de suite. Donc il faut porter au labo, et une semaine ou 15 jours après, on voit le résultat. Et il y a une sorte de magie, parce qu'on doit attendre tout ce temps avant de voir le résultat. Et moi, c'est ça qui a entretenu mon désir de continuer. C'est à chaque fois, je faisais des expériences visuelles et graphiques, et à chaque fois, il fallait que j'attende. Et quand je voyais le résultat, en général, c'est toujours assez stimulant. Je pense que j'avais une certaine naïveté de par mes limitations d'expression en anglais, et qui camouflait largement mes limitations scientifiques, qui l'a plutôt engagé que repoussé. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des classes qui faisaient, où les gens lui posaient des questions un peu trop sophistiquées, et d'ailleurs moi-même, quand je posais des questions un peu trop sophistiquées, il me remettait très vite en place. Donc je pense qu'il est plus ouvert à une discussion de quelqu'un qui a l'esprit un peu plus vierge, un peu plus naïf, et donc ça m'a aidé. Depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit, j'ai un respect, un intérêt pour les personnes plus âgées que moi. Je me souviens quand j'étais à l'école, tous mes copains en 5e, 6e, ils se foutaient de la gueule des profs. Et moi, je ne les comprenais pas parce que j'étais le seul. Soit je n'aimais pas les profs, et dans quel cas je me comportais de manière insolente avec eux, soit je les aimais bien et j'avais un vrai respect pour eux. C'est-à-dire que je n'allais pas cracher dans leur dos. Et mes copains, là, pour la plupart, ils n'avaient aucun respect. Et moi, ça, j'ai jamais compris ça. Bon, par exemple, mon grand-père a inventé des synthétiseurs, c'était un inventeur, il a inventé plein de choses. Et pour toute ma famille, c'était le mec rasoir, parce qu'il racontait plein de choses, il faisait toujours des digressions. Et moi, j'étais le seul à m'intéresser à ces histoires et à l'écouter. Et je pense que j'ai un intérêt par rapport aux gens qui ont vécu un certain laps de temps, et que peut-être aussi qui sont proches de la mort, parce que c'est un truc qui m'angoisse. Et j'ai eu ce même respect entre ma tante et Chomsky, qui ont le même âge, 85 ans, et qui ont tous les deux vécu une vie très riche, même si c'est dans des domaines complètement différents, qui ont rencontré plein de gens. Donc j'ai abordé les deux personnages avec le même angle. D'ailleurs, j'en parle au début du film. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une dimension équivalente au niveau de l'humanité. Mais encore une fois, Chomsky, il est beaucoup plus humain et approchable que ce qu'on peut imaginer. Déjà, son mode de vie, c'est
maintenant qu'il n'a plus sa femme, c'est lui, sa secrétaire et le chien de sa secrétaire. Un point, c'est tout. Après, il a un éditeur qui est à Brooklyn alors que lui, il habite à Boston, mais il n'y a pas d'autre staff. Il est dans un bureau et dans une partie du bureau, il y a sa secrétaire et c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a rendu sérieux parce que sa secrétaire, elle est fan de mes films et c'est elle qui l'a poussé à faire toutes ces interviews avec moi. Et voilà, il vit comme ça, c'est quelqu'un de, malgré le fait qu'il écrit plus de 100 bouquins et qu'il soit considéré comme un des penseurs les plus importants, il a une telle contradiction entre ce qu'on peut imaginer du philosophe, surtout en France, et lui, son mode de vie, qui font que moi, je ne pouvais pas faire autrement que de souligner cet aspect très humain de lui. Au départ, j'avais vraiment des difficultés à simplement me faire entendre par lui, qui répondait presque comme une machine. Et comme je dis, après la première moitié, quand je lui ai montré le travail en cours, il a apprécié et puis il était plus réceptif à mes questions. Et au fil des questions, j'ai pu être plus personnel, il s'est plus livré parce que peut-être il avait plus de respect, il était plus engagé dans l'idée. C'est vrai qu'on reproche parfois à ce film de ne pas être politique, et je pense qu'il y a des questions abordées qui sont profondément politiques, comme par exemple l'enseignement, l'éducation et le problème de questionnement continuel. Et c'est une base de son approche politique, c'est-à-dire qu'on peut toujours questionner les pouvoirs, les concentrations de pouvoir, questionner pourquoi on nous apprend que telle personne est un héros et telle autre n'est rien, questionner ce avec quoi on grandit. Donc en ça, c'est très politique, mais c'est vrai que c'est pas politique sur la surface. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que lui, quand on lui parle d'un problème du passé, il ne le renie absolument pas, mais il voit toujours ce qu'il est possible de faire maintenant pour éviter les catastrophes qui sont en train de se produire. Par exemple, je lui ai envoyé un email quand Fukushima s'est passé en lui disant que c'était une catastrophe et c'était horrible. Lui m'a dit oui, mais c'est une motivation encore plus forte pour voir tout le travail qu'il y a à faire pour limiter les dégâts dans l'avenir. J'oublie toujours de le mentionner quand on parle de comment le travail de Chomsky a influencé mon travail. C'est un problème que j'ai. C'est des choix que je peux faire. C'est-à-dire que oui, je fais une publicité, je participe au système, mais d'un autre côté, ça me permet de faire le film de Chomsky en payant moi-même, sans aucun financement, parce que j'ai gagné de l'argent en faisant de la pub de Smirnoff. Je ne suis pas fier de faire de la pub, j'en fais le moins possible. J'en fais une de temps à autre, mettons une ou deux par an. Comme ça, je ne suis pas angoissé par rapport aux problèmes de revenus et je fais les films qui me plaisent ou les vidéos qui me plaisent, parce que je ne gagne pas d'argent sur les vidéos et rarement sur les films, à part le frelon vert, les trucs comme ça. Mais c'est un petit peu la même manière que vous pourriez questionner. Par exemple, Chomsky va faire des conférences partout dans le monde et il prend l'avion, et l'avion c'est la source de pollution qui est une des plus... Par rapport à la personne, au déplacement d'une personne, c'est la source de pollution la plus importante. Mais on fait un calcul dans sa tête et on se dit c'est quand même plus important de faire cette pollution et de délivrer un discours. Donc voilà, et c'est jamais parfait. Mais vous avez raison, je me pose cette question et je me baigne pas dans la publicité, enfin disons que je me baigne le minimum possible. How do we identify something as a tree? You plant a tree, it grows. You cut a branch off it, and you put that branch in the ground. I suppose it grows and becomes exactly identical to the original tree. Is that new one the same willow tree? Why not? It's not so simple. As you can see, I felt a bit stupid here. Why should we take it to be obvious that if I let go of a ball, it goes down and not up?
Learning comes from asking, why do things work like that? Why not some other way? The world is a very puzzling place. If you're not willing to be puzzled, you just become a replica of someone else's mind. Visual experience is just stimulations of the retina, but we impose an extremely rich interpretation of it. We see the world in terms of trees and dogs and rivers and so on, but then the question is, well, what are those concepts? People are just not satisfied to think, I go from dust to dust and there's no meaning to my life. What makes you happy? I don't really think about it much.